Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de l'After Game. On vous remercie de nous suivre sur YouTube, sur notre site internet. Je vous rappelle encore que le lien est dans la description. Nous suivons sur les réseaux sociaux, sur Twitter. N'oubliez pas, on vous poste des vidéos, des infos par nos chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale car nous avons le plaisir de recevoir un journaliste. Il travaille au Phocéen, un média qui monte, qui progresse, qui monte en crédibilité. C'est un spécialiste de l'Olympique de Marseille, Romain Canucci. Bonjour Romain. Salut, merci de m'avoir invité. Merci à vous, merci à Johan et à Isaac, nos deux experts. Merci à vous. Salut merci à toi Enzo, merci Romain de venir nous voir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Donc place au sommaire de cette émission, nous allons traiter de l'Olympique de Marseille, nous allons parler du Champions Project. Nos chroniqueurs vont se demander comment peut-on le relancer. Nous allons parler de la liste de Didier Deschamps qui a sélectionné de nombreuses surprises, comme la première de Léo Dubois ou de Mac Maignan. Et nous allons ouvrir une page UNFP, nous allons remettre les trophées de l'After Game. Je vous donne rendez-vous en fin d'émission pour plus de détails. Donc premier thème de cette émission, le Champions Project. Comment peut-on le relancer? Il est en place depuis 2016. Romain Canucci, comment peut-on relancer ce Champions Project? Alors le nom Champions Project a vécu, hein. Je ne tiens pas à défendre la direction de l'Olympique de Marseille, au contraire, faut savoir que c'était stratégique. C'est-à-dire que nous on nous a dit ce mot, on nous a balancé ce mot Champions Project, parce que nous on faisait référence au titre de champion, donc du coup on s'est dit ça va être super bien, ça va être ambitieux, et au final on se rend compte que c'est pas vraiment un Champions Project, puisque à ce moment-là, si le projet de l'Olympique de Marseille, c'est avoir 200 millions là sur 2 ans, c'est un Champions Project, il y a beaucoup d'équipes en France qui peuvent y prétendre, et par définition, champion, il n'y en a qu'un. Donc en fait, je pense que c'était une stratégie pour récupérer l'exploitation du stade, pour récupérer le centre du CESN qui est devenu l'OM Campus. Voilà, c'était toute une stratégie pour être en position de force par rapport à la mairie, parce que dans les négociations, la mairie se dit on ne va pas se mettre à dos un nouveau propriétaire qui arrive avec un nom de Champions Project. Donc c'était stratégiquement bien joué. Par contre, ça a dupé un peu les supporters. Je pense qu'on n'est pas dans un Champions Project. Par contre, même sans être dans un Champions Project, il y a la capacité à se relancer avec ce qui a été fait. Je veux dire, le projet de l'OM, pour moi, il tient la route. Et je regarde une chose. Alors, ça n'a pas valeur officielle parce qu'un prix est déterminé que quand il y a une offre, que quand il y a une vente. Mais quand je vais sur Transfermarkt, je regarde l'effectif de l'OM, la valeur de l'effectif de l'OM avant le rachat, que je regarde l'effectif de l'OM aujourd'hui, il y a plus de 200 millions d'euros d'écart. Donc quelque part, les 200 millions qui ont été injectés ont permis de générer plus de 200 millions. Alors les gens vont dire, je sais que je fais un peu long pour la première question, les gens vont dire, ouais mais c'est facile de dire ça parce qu'il y a Camara, il y a Maxime Lopez, ils ont coûté zéro, ils étaient déjà là. Sauf que, et c'est tout l'intérêt du truc, si ça se trouve, Camara et Maxime Lopez, si tu les entoures, et je vais être un peu méchant, mais de Zinedine Machache et de Saïf Kawi, eh ben, ils ne progressent pas de la même manière que si tu les entoures de Adil Rami et Luis Gustavo. Ouais. Et Isaac ou Johan, vous voulez rajouter quelque chose? Sur le Champions Project, pour moi, c'est en régression. En 2016-2017, Marseille termine 5e, puis ensuite 4e, et là, ils vont terminer 6e ou 5e. Donc pour moi, il n'y a pas d'évolution. Ensuite, pour le relancer, comme on l'avait parlé avec Karim Attab la semaine dernière, pour moi, il faudra faire un recrutement made in Ligue 1 avec des joueurs confirmés, des joueurs qu'on sait qui vont être directement performants en Ligue 1. Donc voilà, on verra. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, ça je trouve aussi que c'est la Ligue 1, c'est la voie et des joueurs confirmés. Isaac? Moi, j'ai un avis un peu différent. Je pense qu'il faudrait tout d'abord changer la manière de recruter, un peu s'inspirer de Lille, donc recruter de très bons jeunes joueurs qui ont une marge de progression qu'on pourrait revendre à 10, 15, 20 millions d'euros pour relancer ce Champions Project. C'est comme tu l'as dit, Johan, il est en régression, c'est-à-dire que la saison dernière, l'OM a fini 4e, cette saison on pourrait finir 5e en cas de victoire face à Montpellier lors de la dernière journée. Mais pour le relancer, dans le plan sportif, l'Olympique de Marseille peut revenir très très fort. Donc, tout d'abord en changeant sa manière de recruter des jeunes joueurs, s'inspirer du LOSC. La saison dernière, le LOSC jouait le maintien. Et cette saison, avec des joueurs grâce à Nicolas Pepe, qui porte son équipe, Lille a réussi à finir 2e et à retrouver la Ligue des Champions, ce qui manque beaucoup à l'OM ces dernières années. Mais c'est-à-dire que, juste pour savoir, hein, tu me dis que toi tu es prêt à avoir une équipe l'année prochaine qui finit aux portes de la relégation, si on suit le modèle de Lille, pour l'année suivante
arriver sur le podium. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est Donc pas tu es trop prêt long à faire une saison à l'Olympique de Marseille, une Oui. saison au bord de la relégation? C'est risqué. C'est un peu partir de plus bas pour se relancer, c'est-à-dire relancer un peu l'effectif de l'Olympique de Marseille, car là, il faudrait vraiment changer 4 ou 5 joueurs. Et en changeant 4 ou 5 joueurs, l'Olympique de Marseille ne peut pas retrouver sûr que directement le podium. Les gens iront au stade si on leur dit vous allez faire une saison au bord de la relégation? Non, je pense pas. L'Olympique de Marseille demande un niveau quand même très élevé en Ligue 1, de se qualifier en Ligue des Champions. Tous les supporters rêvent de cette qualification. Mais il faudrait revoir le projet, en tout cas, de l'Olympique de Marseille. La stratégie de recrutement de l'été dernier n'a pas marché, avec des joueurs comme Kevin Strootman pour une valeur de 30 millions d'euros. Le recrutement de Mauro Balotelli qui s'est fait en hiver, alors que peut-être que s'il avait été arrivé cet été, l'Olympique de Marseille aurait pu prétendre à terminer sur le podium. Mais en tout cas, ce recrutement du mercato estival 2018 ne s'est pas avéré positif. Moi, je reviens sur ce que tu as dit, je pense pas. C'est pas parce que Lille a réussi à faire, comme tu l'as dit, des paris. Ils sont allés chercher des joueurs au Brésil comme Thiago Mendes, Thiago Maia qui joue moins. Ça a été des paris, Chelik aussi arrière droit. Je pense pas que Marseille, vu la situation critique quand même, on sait que McCourt a injecté pas beaucoup d'argent. Pour moi, il faut des résultats dans l'immédiateté. Pour moi, ce serait plutôt un recrutement made in Ligue 1 que plutôt des jeunes joueurs. C'est trop risqué pour tenter ce pari. Est-ce que pour vous, c'est seulement au niveau sportif que l'OM doit se relancer, le Champions Project doit se relancer? Au niveau de la communication, peut-être faire mieux, au niveau directeur sportif aussi, Andoni Zubizarreta doit plus prendre le pouvoir, peut-être, je vous pose la question. Après, ça dépend. Moi, je pense qu'il faut dissocier l'échec d'une saison de l'échec d'un projet global. Alors après, je suis peut-être trop optimiste, mais pour moi, c'est l'échec d'une saison. Et je prends cet exemple. Radonjic, pour moi, c'est un flop total, parce que par rapport à ce qu'il a apporté, par rapport au prix qu'il a coûté. Et je me dis que si tu remplaces, imagine, alors c'est facile après coup, Oui, oui, bien sûr. imagine tu remplaces Radonjic par un Martin Terrier, par exemple, qui a coûté quasiment le même prix, et ben je me dis que la saison de l'OM aurait été totalement différente. Qu'un Martin Terrier, au début, il aurait pu dépanner dans l'axe quand on avait besoin d'un attaquant axial, qu'il aurait pu marquer des buts tout en étant aligné sur un côté, et que ça aurait changé, entre guillemets, un peu la phase de la saison de l'équipe. Alors c'est facile, on ne le saura jamais, hein. Oui, oui. Mais dans l'idée, je trouve que le projet est pas bête, il n'y a pas tout acheté. Moi, j'aime l'idée de pas faire des transferts pour faire des transferts. J'aime l'idée de voir deux produits locaux s'installer dans l'effectif, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années. Voilà, Lille, ils n'ont pas des mecs de Lille dans l'équipe. Non, bien sûr. Ils ont des mecs recrutés au Brésil, au Portugal, qui connaissent même pas la ville, qui sont... Enfin, non, mais c'est vrai, ils sont là pour le football parce que eux, c'est un tremplin ou quoi. Moi, j'aime l'idée que l'OM, c'est un club un peu à part. Et j'aime l'idée qu'à la fin de leur carrière, il y a des joueurs qui se disent mon passage à l'OM, ça a été le moment le plus fort de ma vie. Et j'ai l'impression qu'on posera la question à Nicolas Pepe dans 10-15 ans. J'ai pas l'impression qu'il nous dira le LOSC, ça a été le moment le plus fort dans ma vie. Bien sûr. Donc on entend la rumeur Gabriel Heinze. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, petite confidence, j'ai pu en parler un peu avec Lucas Ocampos, qui me dit qu'il a regardé des matchs du Vélez, donc c'était assez intéressant. Et lui, il trouve que c'est vraiment un coach, que c'est pas le fameux cliché, la grinta, ça se limite pas à ça. Il y a des préceptes de jeu. Donc évidemment ça s'inspire de Bielsa, mais c'est facile à dire, ça s'inspire de Bielsa, on va chercher du pressing haut, mais ce qui est bien c'est qu'il a la manière de parler aux joueurs et de convaincre ces joueurs qu'il faut le faire. Donc pourquoi pas, je me dis que ça peut être intéressant, c'est un pari et je me dis que c'est peut-être un pari qui mérite d'être tenté. L'avantage d'Heinze, c'est qu'il a une telle cote qu'il va avoir du temps. C'est-à-dire que si il va avoir une compo d'équipe un peu bizarre, on va dire, imaginons il met en place, je sais pas moi, un 3-6-1 pour son premier match. Si c'est Gabriel Heinze, on va tous dire, allez, c'est Gabriel Heinze, on est derrière lui. Si c'est Jean-Marc Furlan qui fait un 3-6-1, on va tous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se croit où? Et compagnie, on n'est pas en Ligue 2 ici. La notoriété à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça va lui permettre d'avoir du temps. Après, ça lui permet juste d'avoir du temps au départ. Si au bout de 6 mois, ça marche pas, Gabriel Heinze qu'il est, malheureusement, il devra faire ses valises. Isaac, qu'est-ce que vous pensez de la rumeur Gabriel Heinze? Oui, je pense que ça peut se tenter, c'est un pari. Il connaît le club, hein, il a joué à Marseille et à Vélez Sarsfield, il fait du bon travail, ils sont 6e au classement, donc oui, ça peut être un bon pari. Ouais. Isaac? Oui, c'est un pari, comme tu l'as dit, Johan. Les supporters aiment ce joueur, donc
Le voir sur le banc de l'Olympique de Marseille serait déjà, pour les supporters, ils seront très contents. Et c'est peut-être le genre de joueur que lorsqu'il retourne dans un club, peut relancer son équipe. Alors j'aurais juste une dernière question à te poser, Romain, sur le Champions Project. Et quand les dirigeants sont arrivés, surtout Jacques Henriero, sa priorité c'était aussi le centre de formation avec l'OM Next Génération. On a vu récemment qu'un joueur de Mazag a été repéré, va faire la dernière détection au Paris Saint-Germain. Et après on a vu aussi Isaac Ladji qui a été repéré par la Juventus de Turin. Est-ce que penses-tu que l'OM Next Génération aussi, il y a quelque chose à faire là-dedans? Moi, je pense que c'est sur la bonne voie. Tu te rends compte qu'un club comme un centre de formation comme celui du PSG, qui donne sa chance aux jeunes, regarde Oui. Presnel Kimpembe et autres, même eux, ils ont des départs, ils ont Axel Zagadou là, qui est parti à Dortmund, regarde tous ces jeunes qui sont partis. Même un club comme ça, Barcelone, qui est pillé pendant des années, c'est tous les clubs qui sont pillés au niveau des centres de formation. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, on n'est pas dans de l'esclavage. Et des jeunes, s'ils ont envie d'aller tenter leur chance à droite, à gauche, alors c'est peut-être des bêtises, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais toi, vous, pendant votre adolescence, vous avez fait des choses, vos parents vous ont dit il ne faut pas le faire et vous les avez fait, c'est ce qui vous a forgé votre caractère aussi. C'est avec ces erreurs-là, là c'est des adolescents, ils ont le droit de choisir, ils ont le droit d'écouter ou pas les conseils qui leur sont donnés. Moi je trouve que c'est totalement... Il y a quand même quelque chose qui est fait, une évolution notable, c'est que le joueur a été signalé à l'OM, le joueur passe une détection au PSG. Quand on regarde les résultats du centre de formation du PSG, celui de l'OM, il n'y a quand même pas photo. On ne peut pas en vouloir à un jeune de vouloir à ce moment-là tenter absolument réussir. Parce que c'est facile quand on est supporter de l'OM de dire si tu aimes l'OM, tu viens à l'OM quoi qu'il arrive. Quand tu es un jeune, que tu te dis j'ai peut-être l'opportunité de gagner de l'argent, de faire en sorte que ma famille soit à l'abri du besoin. Ça joue aussi. Ça joue forcément et je ne me permettrai pas de critiquer le choix d'un adolescent. Je pense que là-dessus, le point, c'est vraiment un des points positifs à l'Olympique de Marseille. C'est pas un cas qui peut mettre en péril. Parce qu'à ce moment-là, on peut dire aussi, il y a un mois, la réserve a gagné 6-1 à Lyon. La réserve, du coup, elle est 100 fois meilleure que celle de Lyon. Le projet jeune de l'OM est 100 fois meilleur que celui de Lyon. Voilà, c'est pas sur un match, c'est pas sur un événement qu'on peut juger. On peut juger. Donc j'ai un petit quiz à vous proposer avant de passer au deuxième sujet. Donc c'est soit une réponse, soit plusieurs réponses sont acceptées. Donc depuis quand l'OM n'a pas été sur le podium de Ligue 1? Donc j'ai 3 propositions. 2012-2013. Oui, c'est ça. Et ça peut être que la bonne réponse, parce que c'est depuis quand on peut pas... Bien sûr, c'est ça. Ou alors en 2010-2011 aussi, l'OM avait terminé deuxième derrière le LOSC. Donc deuxième question, quelle équipe a reçu le moins de cartons jaunes cette saison en Ligue 1 Conforama? Angers, Lyon ou Rennes? Je dirais Rennes. Lyon. Lyon, ouais. Lyon. Non, c'est Angers, avec 48 cartons jaunes. Et Lyon, bien sûr, se situe deuxième et Rennes en a reçu 64. Quelle équipe a la meilleure défense de Ligue 1? Le PSG. Le PSG. Ah ouais, Paris. De quoi? Paris après Nice. Paris, PSG. Ok. Et Nice deuxième. Lille. PSG. PSG. Non, c'est Lille. C'est Lille. Avec Lille, 30 oui. buts. 30 buts, sûr, le c'est- PSG a 32 buts Bien joué, ouais. encaissés. Merci, Isaac. Et Nice, 35 buts, Isaac. Donc, qui a la meilleure affluence de Ligue 1? L'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain? L'Olympique de Marseille. Pareil. Ouais, Marseille. Ouais, Marseille avec en moyenne 50 171 spectateurs. Donc passons au deuxième thème de cette vidéo. Donc Didier Deschamps a donné sa liste hier pour affronter en amical la Bolivie à Nantes et la Turquie et Andorre en Euro pour la qualification des éliminatoires de l'Euro 2020. Donc je lance le débat. Didier Deschamps devrait-il plutôt donner la chance à certains joueurs pas encore sélectionnés? Johan. Alors bon, on sait que Deschamps, il aime bien avoir une ossature. Il sélectionne toujours le même groupe. Mais pour moi, dans ces matchs, même s'il y a un match éliminatoire pour l'Euro face à la Turquie, Deschamps devrait sélectionner des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés ou qui n'ont pas l'habitude d'être sélectionnés, puisque c'est l'opportunité, sans leur manquer de respect, la France est largement favori face à la Bolivie et la Turquie. Donc, Même Andorre. oui, voilà, même Andorre. Pour moi, ce serait l'opportunité de tenter d'autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Après on rappelle que quand même Mike Maignan va faire sa Oui, mais c'est des première joueurs qui ne sélection, joueront pas. Léo Dubois. Ouais, mais ils ne joueront pas.
Romain, Je suis tu en pas penses sûr. quoi Bah, Léo Dubois, il a peut-être une chance. Dubois un peu peut-être, de- mais Macmillan, c'est un gardien, il jouera. un peu de jouer même. 4 gardiens quand même. Après, Hugo Lloris, rappelons que Didier Deschamps a rappelé que Hugo Lloris revenait, enfin, intégrer le groupe après sa finale de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'il avait choisi 4 gardiens. D'accord. Voilà, juste à rappeler. Pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est bien de faire ce groupe-là. J'aime l'idée que ce soit un peu sacré. J'ai vécu ça. Alors, je suis peut-être un peu plus âgé que vous, mais j'ai vécu la période de l'équipe de France. Alors, même si je suis supporter de l'OM, donc l'équipe de France, j'ai toujours regardé ça de loin. Mais la période 98-2002, où on sentait que l'équipe de France était un groupe, c'était sacré, et que pour y rentrer, il fallait vraiment que tu montres patte blanche de fou. C'est-à-dire, à l'époque, Sylvain Wiltord était le meilleur buteur de Ligue 1. Et pour intégrer le groupe France, il a dû galérer, il a dû vraiment, c'était pas donné. Et après, j'ai vu l'autre période, c'est-à-dire après 2004, quand il y avait Raymond Domenech, et j'ai vu la manière dont, on prenait, même Domenech avait une formule un jour en disant « j'ai raclé les fonds de tiroir ». Et on avait cette équipe de France, au final tu mettais des nouveaux pour des nouveaux. Alors au début tu te dis ah ouais c'est bien, il y a un nouveau schéma, il y a plein de... Et puis en fait les résultats ne suivaient pas, c'est dur de créer une équipe. Là tu as de la chance de t'appuyer sur quelque chose qui marche. Et je trouve que par exemple là tu as un nouveau, on va dire, tu as raison pour le goal, tu as un nouveau, ça va être Léo Dubois. Mais dans quelles conditions tu le mets? C'est-à-dire que le Léo Dubois il va démarrer, il va avoir Varane Umtiti sur les côtés, il va avoir Kylian Mbappé devant lui, il va pouvoir vraiment s'adapter au plus haut niveau et s'intégrer à la manière par exemple d'un Willy Sagnol à l'époque, il y a 20 ans, et c'est je pense bénéfique plutôt que de mettre et Léo Dubois et encore 3-4 autres joueurs qui mériteraient peut-être, voilà, parce que du coup l'équipe va baisser d'un cran, on va l'entendre plus d'un coup, ça va être compliqué. Isaac, tu en penses quoi toi? Moi j'aurais aimé que Didier Deschamps sélectionne un joueur en particulier, je pense toujours à Aymeric Laporte. Ça fait plusieurs années qu'il tape à la porte de l'équipe de France et il n'est pas sélectionné. Tu as vu les matchs de Ligue des Champions de Manchester City? Je regarde tous les matchs de Manchester City. Le seul match où Aymeric Laporte s'est loupé, c'est face à Tottenham, qui a coûté la qualification d'Aymeric Laporte en première ligue. Si ligue. tu regardes tous les matchs de Manchester City, tu as regardé ceux de l'an dernier aussi? Bien sûr, Aymeric Laporte, il arrive en hiver 2018. Et il donc a le match toujours contre été... Liverpool en Ligue des Champions, tu l'as vu aussi? Je l'ai vu aussi. Ça fait 2 Ligues des Champions quand même. Mais écoute, par exemple, on parle d'Aymeric Laporte. Clément Langlais mérite sa place, mais est-ce que Aymeric Laporte est moins bon que Kurtzman par exemple? Je pense qu'après c'est une question de complémentarité. Là on parle d'un 4e joueur, donc d'un joueur qui est appelé à jouer, on va dire moins. La défense centrale c'est le secteur où tu tournes le moins. Je pense que le problème d'Aymeric Laporte c'est une question de comportement. Avec Deschamps le courant ne passe pas. Et c'est bien la notion de groupe aussi. Tu dois apprendre à te former dans un groupe, et peut-être que ça va permettre à Aymeric Laporte la prochaine fois où il est appelé d'être vraiment dans le moule et de pas... C'est très... c'est bien, mais c'est très symptomatique, et je trouve que c'est Benzema qui a amené ça. On aime bien toujours les joueurs qui sont pas pris, et on est dans un truc, il devrait prendre. C'est vrai. Et en fait, je dis c'est Benzema pour maintenant, mais en fait, regardez à l'époque, tout le monde disait pourquoi il prend pas Cantona, pourquoi il prend pas Ginola, et il est nul et compagnie, et au final, il a été champion du monde. L'histoire se répète aussi, il y a toujours des joueurs dans toutes les sélections qui sont pas pris parce que tu as que 22 places, et au-delà, il faut pas penser que tu as 22 places, en fait, tu en as 11. Parce que les mecs, ils sont là pour jouer. On l'a vu à la Coupe du Monde. C'est exactement ça. Tu as des mecs qui sont là pour jouer, et que jouer, et ça le reste ne les intéresse pas. Tu vois dans cette liste qu'il y a des gens, des Thomas Lemar par exemple, qui acceptent plus d'être remplaçants. Florent Thauvin, évidemment. Lemar, il est sélectionné? Oui, Lemar est sélectionné dans les 24. D'accord. Mais on reproche souvent à Didier Deschamps de ne pas faire tourner, comme c'est la question même, de donner la chance à certains joueurs. Mais pour l'instant, Didier Deschamps, il gagne tout. À part l'Euro 2016, on ne peut rien lui reprocher à Didier Deschamps. Et encore, l'Euro 2016, c'est un acte fondateur. Je pense que si tu perds pas en finale à l'Euro 2016, tu gagnes pas la Coupe du Monde derrière. Donc c'est un enchaînement de choses. Ça les a forgés, ouais. Évidemment, c'est à mettre à son crédit. Il fait un groupe, il sait ce qu'il fait. Mais c'est aussi le jeu, et c'est normal de se dire tiens, j'ai envie de voir Aymeric Laporte. Tiens, comme il y a 20 ans, des gens avaient envie de voir Eric Cantona, c'est normal. Après, j'ai envie de dire tous les Français sont sélectionneurs. C'est le classique et c'est le charme du football. Mais comme tous les Brésiliens sont sélectionneurs, les Argentins, les Allemands, il y a les débats de partout dans le monde entier, qu'on se rassure.
Yohan, tu veux pas... Non, rien d'autre à ajouter, sauf que Deschamps. Et dans la squad à quoi ça qui manque Tu nous dis pas. Alors Dis-nous, Johan, il y a qui est pas sélectionné là? C'est plus simple en fait. Là, c'est comme l'Islande, hein. C'est tous ceux qui sont capables de jouer au foot, on les met dans la sélection. Il n'y en a pas 500 hein, de toute façon. Ah, une équipe de guerriers quand même. Oui, de guerriers. Après, il faut aussi que du football. football. C'est pas Clash of Clans qu'on leur demande de faire. C'est du football. Ah, pour venir sur Deschamps. Revenons sur Deschamps. On lui reproche souvent le jeu produit par l'équipe de France, mais Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde. On a vu le débat avec Isaac. Il y a toujours un 11 qui se tire du lot avec Deschamps. Le jeu, on sait que c'est plutôt un jeu défensif, mais basé sur la contre-attaque. Mais la France est championne du monde. C'est juste que Deschamps, c'est une question de jeu. Moi, j'ai vu des équipes de Deschamps jouer super bien. C'est juste qu'il s'adapte. Il a vu son équipe. Il voit qu'il a un joueur qui est hors norme, qui s'appelle Kylian Mbappé. Il se dit, il va vite. Donc, ce que je vais faire une équipe défensive qui va avoir un bloc bas, de manière à ce que Mbappé puisse jouer sur sa vitesse. On l'a surtout vu contre l'Argentine. On l'a vu contre l'Argentine. Moi, je l'ai vu sur tous les autres matchs. C'est-à-dire, à partir de l'Argentine, j'ai vu des matchs où, à la fin des matchs, quand c'est chaud, tu gagnes par un but d'avance. Mbappé, contre l'Uruguay, il fait expulser un mec en face. Contre la Belgique, à la fin du match, les 10 dernières minutes, tous les joueurs de l'équipe de France, Giroud, il jouait milieu défensif, et tous les joueurs de l'équipe de France disaient on va passer le ballon à Mbappé pour qu'il fasse quelque chose. Donc quand tu as 18 ans, tu es à ce niveau-là, et que dans l'équipe, on se dit on te passe le ballon parce que c'est toi qui peux faire quelque chose. Surtout qu'il y a de grands joueurs à côté. C'est sacrément costaud. C'est sacrément costaud. Isaac? Oui, bien sûr. Peut-être que Didier Deschamps, s'il avait voulu, produire un autre jeu avec l'équipe de France, il n'aurait peut-être pas été champion du monde. Avec ces joueurs-là, il s'est adapté à son effectif, et c'est le jeu qu'il fallait produire, car l'équipe de France ne pouvait pas jouer autrement. Clôturons ce débat et passons, avant d'entamer notre thème, à un quiz. Donc maintenant, je vais vous proposer plusieurs clubs et vous allez devoir me retrouver un joueur. C'est bon? On est prêt? Allez, si je commence par le Sporting Club de Bastia, Valenciennes, Bastia. Lec. Jean-Louis Lec. C'est ça. Ça pouvait être Nicolas Pento aussi. Mais... Ouais, il a trouvé. Avec un bel accent en plus, un bel accent corse. C'est ça, Jean-Louis Lec à Ajaccio, et hier qui s'est qualifié avec Lens pour les barrages, qui a éliminé le Paris FC au tir au but. Allez, passons à un autre joueur. Si je vous dis Osasuna, Olympique de Marseille, Azpilicueta et Chelsea, bien évidemment, qui est au poste depuis 2012. 47 matchs en Ligue 1 pour Azpilicueta. Allez, le dernier, si je vous dis River Plate, AS Monaco, Ocampos, bien entendu. 143 matchs en Ligue 1 à seulement 24 ans. Je pense qu'il va taper des records de... S'il reste en Ligue 1. S'il reste en Ligue 1. Des infos? Ça devrait le faire. Non, ouais, je pense qu'il va rester sur la saison. Bon, après, il est en position de force par rapport à son contrat. Donc, à voir ce que ça donne du côté de l'OM. Mais oui, grosso modo, ça devrait, normalement, ne devrait pas être un souci. Il devrait peut-être plus avoir de questions du côté de Camara, même si lui aussi, il a envie de... il a déclaré qu'il voudrait rester à l'Olympique de Marseille. Ça mange pas de pain de le dire, mais après... ça va, dès le moment où il va falloir parler un peu argent, les déclarations vont être un peu plus sévères. Mais non, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Messieurs, passons au prochain débat où nous allons ouvrir la page UNFP. Donc nous allons revenir sur la phrase qu'a lâchée Kylian Mbappé. Donc je la rappelle, je sens qu'il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités. Peut-être ici à Paris, j'en serai heureux, ou alors peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Alors pensez-vous que c'est plutôt une info ou une intox, la phrase d'Mbappé? Isaac? C'est une info. Comme l'a dit Romain précédemment, il a de grandes responsabilités avec l'équipe de France, qui est une grande sélection. Donc, il a fait remporter la Coupe du Monde à l'équipe de France. Donc pourquoi pas l'avoir en club au Paris Saint-Germain ou ailleurs comme il a dit. Romain? Ouais, je pense que son discours est intéressant dans le timing, donc tout est calculé bien sûr. Et évidemment, c'est peut-être un appel du pied aussi à un club comme le Real Madrid. Ça serait... Si on peut avoir un nouveau cycle au Real de Madrid avec un nombreux transferts. Ça serait voilà, peut-être qu'il se dit que là, quand ils l'ont convoité à l'été 2017, donc il y a 2 ans, il s'est dit c'est trop tôt, ils vont pas vendre un de leurs trois joyaux devant. D'ailleurs, on a Emery a déclaré qu'il voulait d'abord aller au Real de Madrid. C'est quelque chose, voilà, à prendre en compte, parce que un Kylian Mbappé qui là se dit j'ai la possibilité d'être au centre du projet d'un club comme le Real Madrid avec Zizou comme entraîneur. Bien sûr qu'on y réfléchit à 2 fois. Évidemment. Yohan? Ouais, c'est
une bonne communication de la part de Kylian Mbappé. Alors après, est-ce que il a déclaré ça pour avoir eu plus de responsabilités, comme il a dit, à Paris, au PSG, en tant qu'avant-centre, peut-être. Ou alors est-ce qu'il a fait ces déclarations pour avoir eu une augmentation salariale, que je ne pense pas. Donc voilà, je pense que c'est peut-être aussi un appel du pied au Real de Madrid. Depuis le retour de Zidane. Et comme il a dit, Mbappé a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Donc pourquoi pas. Sachant que le Real de Madrid va normalement avoir Eden Hazard pour 5 millions d'euros. Ça va être annoncé d'ici peu. Donc est-ce que pour vous, Kylian Mbappé, après le PSG, ça sera automatiquement le Real de Madrid? Ou alors il y a une alternative J'aimerais te dire l'Olympique de Marseille, hein, parce que ça serait sympa, mais malheureusement, ouais, je pense que c'est le Real, c'est écrit comme ça, c'est un club qui supporte depuis petit, et puis surtout il a la carrure pour ça. C'est-à-dire que là, on parlait de sa manière de gérer la pression, de gérer ce genre de déclaration, parce que derrière il va être attendu au tournant. Donc oui, voilà, le Real Madrid, rien qu'en faisant ce genre de déclaration, il a déjà les épaules pour le Real Madrid. Et puis c'est une progression. Oui, bien sûr. Il passe de Monaco au PSG, c'est une progression. PSG au Real Madrid, c'est une progression. Désolé, Paris Saint-Germain, Ligue des Champions, voilà, on connaît leur bilan. Real Madrid, ce serait une progression pour Mbappé. Quel joueur ne serait pas insensible aux appels de phare du Real Madrid? Donc, Kylian Mbappé surtout pour Kylian Mbappé, qui est meilleur buteur de Ligue 1. Grand fan du Real Madrid. Donc, s'il n'est pas la grande star du Paris Saint-Germain, il pourrait l'être au Real Madrid. Pourquoi pas? Juste, je voulais revenir sur, on parle du Paris Saint-Germain, sur Neymar. Donc pensez-vous que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé s'en va, ou alors il va plutôt rester? Romain? Non, je pense que Neymar il va rester, et qu'au contraire ça va devenir un peu compliqué d'avoir les deux, après cette déclaration d'Mbappé, parce que Mbappé, là, il dit je veux être au centre, et par définition... Ça soit lui, soit Neymar. Au centre, tu peux pas mettre 10 joueurs au centre, et dire vous êtes tous au centre du projet, ça marche pas comme ça. Donc il va falloir choisir, et je pense que au vu des velléités de départ de Kylian Mbappé, c'est Paris, de manière assez pragmatique, va caisser un gros chèque et puis faire une équipe autour de Neymar. Après, comme un projet avec un seul joueur au centre ne permet pas de gagner une Ligue des Champions. On le voit cette saison avec les équipes qui sont en finale et qui sont ici en demi-finale. Ce n'est pas un joueur. On l'a vu, Lionel Messi n'a pas pu résister aux ardeurs de Liverpool. L'Ajax Amsterdam a réalisé une grande saison en Ligue des Champions. Tottenham, c'est Lucas Moura qui a permis à Tottenham de se qualifier en finale de Ligue des Champions. C'est vraiment un groupe des joueurs qui viennent du banc, tu as raison de dire ça. Un Wijnaldum à Liverpool qui n'a pas tout le temps joué. Et donc voilà, c'est vraiment, en fait, cette édition de la Ligue des Champions, ça te montre un coach qui arrive à emporter un peu tout le monde dans son sillage, et des mecs qui sont installés depuis des années. Et surtout Jürgen Klopp, il a amené Dortmund en finale face au Bayern. Là, il amène 2 fois Liverpool en finale de Ligue des Champions. Donc c'est le coach aussi qui fait beaucoup. Et je pense que le Paris Saint-Germain doit aussi réfléchir là-dessus. La meilleure solution. Parce que Thomas Tuchel n'a rien prouvé sur la scène européenne quand elle arrive au C'est sa première saison, il faut voir. Il a quand même fait des choses, des choses intéressantes. À voir, Dortmund, ils sont en quart de finale. Il y a cet événement du bus qui ne les aide pas. À voir, parce que je trouve quand même que on a beau être Marseillais et pas être porter le Paris Saint-Germain au nu, je trouve que quand même Thomas Tuchel dans le jeu, dans certaines, il y a une certaine amélioration. Il y a quand même des choses qui me font dire que c'est pas mal. Surtout dans le niveau tactique, il a essayé quelques dispositifs, la défense à 3, le Paris Saint-Germain depuis le... Même dans la manière en fait dans son approche en fait de la gestion d'effectifs et des gestions des temps forts et des temps faibles, je trouve que il a réussi à faire quelque chose d'intéressant. C'est vraiment moi je trouve que avec l'effectif qu'il a eu à disposition par rapport à ce qu'avait Unai Emery la saison dernière, il a bien mieux géré cet effectif de Paris. Mais moi je trouve pas qu'il a bien mieux géré comme tu le dis. Un échec en Coupe de France, un échec en Coupe de la Ligue, et en Ligue des Champions, Ah oui, non, mais ça c'est l'objectif principal, cette élimination face à Manchester United. Ça, tu regardes une feuille en fait. Tu regardes une feuille en disant là, ils ont fait ça. Moi, je te parle vraiment de jeu. Je te parle de sa manière de mettre Marquinhos en 6, de voir comment ils ont géré certains matchs. Dans le jeu, je les ai trouvés avec plus de maîtrise. J'ai regardé et j'ai trouvé ça plus intéressant, même aussi en tant que spectateur. Après, c'est pas les feuilles. Si on regarde les feuilles, de toute façon,
le meilleur c'est Laurent Blanc. Il a gagné 11 trophées sur 15. Voilà, le meilleur ça sera Laurent Blanc. Ensuite, avec ce type de joueurs-là, on ne peut pas apprendre à Marquinhos à jouer au ballon ou à d'autres joueurs. C'est une très bonne équipe, le Paris Mais il Saint-Germain. lui a appris à être milieu défensif. Il a pris ça, sur ça, je suis totalement d'accord Il l'a avec fait toi. avec les moyens du bord. Mais Il n'avait pas d'autre choix de le mettre Il a- en 6. ouais. Ouais, mais c'est un truc, et malheureusement on l'a vu cette saison à l'OM. Des fois, tu as des entraîneurs qui font une compo, qui disent à tel joueur, bah tiens, tu vas jouer là, mais sans rien lui dire d'autre. Et on voit que c'est un flop assuré. Regarde, voilà, Radonjic à Bordeaux, tu lui as dit tu vas faire comme au Campos. Sauf que ça suffit pas de dire ça, il a provoqué un penalty. Tu vois. Mais Garcia je l'avait trouve fait avec l'Alessandrini, je me rappelle contre Monaco. Voilà, et ça avait été un flop. On avait perdu 4-0, il était sorti avant la mi-temps. Là, quand après, c'est pas les mêmes Tourelle, il a dit à Marquinhos Marquinhos international, de jouer au milieu défensif. Il a aussi donné des consignes. On a vu un jeu qui était différent, qui Oui, était il y a du articulé travail là-dessus. C'était derrière, une complémentarité aussi avec tout le 11. C'est en ça que je dis que Tourelle est quelque chose d'intéressant et qu'il va peut-être falloir attendre la saison prochaine et qu'ils vont peut-être malheureusement, parce que je reste supporter de l'OM, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose de plus intéressant avec ce coach. Isaac. Je suis tout à fait d'accord. Thomas Tuchel, c'est un grand technicien, un grand tacticien. J'ai le souvenir d'une émission sur RMC Sport où il donnait des leçons tactiques aux journalistes et j'ai vraiment été très, très surpris par cette émission-là. Thomas Tuchel, c'est un grand entraîneur et un grand technicien. C'est peut-être l'homme de la situation au Paris Saint-Germain. Ah oui, Tourelle, c'est un grand tacticien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, il aura une grande pression sur ses épaules. Ah, ça, c'est clair. S'il ne passe, on va dire, s'il n'atteint pas au minimum les demi-finales, je pense qu'il sera invité à partir du Paris Saint-Germain. Donc il y aura une grande pression sur Paris Saint-Germain et sur Tourelle. Mais au Paris Saint-Germain aussi, c'est comme, on va pas les comparer bien sûr à l'Olympique de Marseille, mais il y a le projet aussi qu'il faut relancer parce que Paris n'a pas passé l'écart depuis que les Qataris sont là. Donc est-ce que le ménage doit être fait aussi au niveau des dirigeants pour toi? Je regarde ça un peu de loin, mais écoute, je pense que quand même ils ont quand même des actifs. Je pense qu'ils ont plus à gérer, comme on le disait, Neymar et Mbappé, parce que tu vas pas pouvoir les garder ensemble trop longtemps. Donc ils sont plus là-dessus qu'à se dire voilà qu'est-ce qu'il faut relancer ou pas. Mais évidemment, le problème, je pense, du Paris Saint-Germain, c'est que voilà, quand tu recrutes des Paredes 45 millions, à terme tu te tires une balle dans le pied, même si tu as beaucoup d'argent et des fonds illimités comme c'est leur cas. Mais pour revenir à la saison du Paris Saint-Germain, j'ai jamais vu une telle fin de saison sous Ancelotti, sous Laurent Blanc ou sous Unai Emery. Cette fin de saison du Paris Saint-Germain, c'est comme une crise d'une équipe championne. Ouais, c'est possible aussi, ouais, tu n'as pas tort. Allez, les amis, clôturons ce débat et passons au dernier quiz que je vais vous proposer. Donc, je vais vous proposer un OM Lyon, donc où il y a eu le 5-5 en 2009-2010. Vous allez devoir me retrouver les 11 de départ des Marseillais. Un joueur chacun. Un joueur chacun. Allez, ben, on va commencer par l'invité. Par Romain. Alors, Mamadou Niang, Allez, Mamadou Niang. Giroud, Giroud et qui a été buteur ce soir-là. lequel L'erreur. de Chérou? Benoît, On a eu le faux Chérou aussi, C'est vrai. attention. Diawara. Diawara, buteur aussi ce soir-là. Stéphane Mbia, voilà, comme Mbia. ça je crois qu'on les a tous faits. Koné. Oui, buteur aussi ce soir-là. J'aimais beaucoup. Valbuena. Valbuena. Non, Non. non, il n'était pas dans le 11. Mandanda. Éliminé. Attends, c'était à Romain. Steve Mandanda, Eh, ils sont patients, Isaac. Eh ouais, Mandanda. Bonnard. bien. Oui, Bonnard. Tu es éliminé du coup? suis éliminé ou pas Éliminé. Non. Éliminé, Bah, si, éliminé. Tai Taiwo, Non. Ah. Tatayo, Éliminé. éliminé. T'as Attends, Isaac. trouvé, Allez, il manque si tu veux 4 gagner. postes. Il en manque 3. Mais il joue. Défenseur central, il manque milieu. Il y en a qu'un seul en activité. Lucho. Non. voilà, perdu. On Allez. a tous perdu. Allez, Attends, on Johan. peut deviner. Oui, allez-y. Donc t'as dit quoi, un milieu de terrain? Un milieu de terrain. Non, pas de milieu de terrain. Un 10. Un en pointe. Un défenseur central. Est-ce qu'il n'y avait pas Fabrice Abriel? Fabrice Abriel. Ah ouais. Tout à fait. Du coup, au milieu de terrain, il y avait Doudou Cissé. Non, les milieux de terrain, non, c'est fait. C'est Il bon. manquait juste un 10. Un C'était 10. Abriel. Ah, D'accord. Et Tu as dit un défenseur? Mm. Bah, du coup, c'est pas défenseur central. Sana. Si, défenseur central. Non, pas non, ça. non, Non. il était plus au club à ce moment-là. Donc c'est un arrière gauche. Elle est un Brésilien. Vitorino, Vitorino Hilton. Hilton. Après, latéral gauche. Gabi, Gabi Heinze. Et en pointe, Brandao. 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 Tout à fait, qui était buteur aussi ce soir-là.
Allez, passons à la deuxième composition. Inter Olympique de Marseille, donc le fameux 2-1, la défaite de l'Olympique de Marseille en 2011-2012. Retrouvez-moi le 11 type. Allez, Romain. Jérémy Morel. Brandao. Non, mais non, Brandao était rentré. Ah oui. Brandao était rentré. Ah, c'est éliminé, bon, ça. Mandanda. Qui a réalisé un super match, je me rappelle. Morgan Amalfitano. Bien sûr. Je dirais Mathieu Valbuena. Ouais, oui. Mathieu Valbuena était dans le 11. Stéphane Mbia. Contre l'Inter, je dirais peut-être Ayou. André ou Jordan? André. Qui avait marqué à l'aller, de la tête. César Azpilicueta. Aspilicueta, qu'on a parlé tout à l'heure. Il il en reste 4. Je dirais Diawara, non? Diawara. 3. Défenseur central, un milieu et un attaquant de pointe. Attaquant de pointe. Loïc Rémy. Ah ouais. Tout à fait. Allez, 2. Donc il reste un milieu et un défenseur. Mm. Milieu de terrain, qui on n'a pas dit. Il jouait pas. Ouais, je tente Romao. Non. Il jouait pas. Et non, Romao, il non. n'était même pas Ah, au club. Non, c'était pas encore. Est-ce que donc il y en a c'est le choix entre deux, c'est soit Alou Diarra, soit Benoît Chéroux. Et je vais dire Alou Diarra. Et c'est Alou Diarra, bien entendu. Allez, il en reste un défenseur central. Donc on a dit il y avait Diawara qui était associé, donc il y avait Mbia qui jouait devant. Et donc du coup Nicolas Nkoulou. Nicolas oui. Nkoulou, tout à fait. Nicolas Nkoulou, qui était parti après, bien sûr, plus C'était tard. la à fameuse l'Olympique. Notre-Dame de la Garde Noire, à savoir Nkoulou, Diawara, Mbia et Alou Diarra. C'était la bonne époque, on va dire. Ouais, récemment. c'est déjà un peu compliqué. Récemment. Allez, nous allons ouvrir une page trophée UNFP, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, dimanche soir, il y a eu la cérémonie présentée par Alexandre Ruiz sur Beansport, avec de nombreux trophées comme le meilleur gardien, meilleur espoir, meilleur entraîneur. Nous, sur l'Aftergame, nous allons remasteriser ces trophées UNFP, nous allons remplacer quelques joueurs. Donc, passons tout de suite aux meilleurs joueurs. Donc, les nommés sont Di Maria, Kazri. Donc, sur l'Aftergame, on a remplacé Kazri par Hatem Ben Arfa, Mbappé, Neymar et Nicolas Pepe. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça? Pour moi, le meilleur joueur, la meilleure équipe, je suis contre les récompenses individuelles dans un sport collectif. Pour moi, la meilleure équipe, c'est le Paris Saint-Germain. C'est comme ça, ils sont champions. Donc le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur, ne peut être que le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, dans tous les championnats, c'est pareil. Si tu es champion, c'est collectivement que tu l'exprimes. Donc pour moi, le meilleur joueur, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Johan? Pareil. Pas débat, j'ai envie de dire. Alors, meilleur espoir, les membres de l'Aftergame n'ont rien changé. Donc, je le rappelle, Oussem Aouar, Ismail Yassar, Kylian Mbappé, Boubacar Kamara et Ikoné de Lille. Donc, d'après vous... Ouais, moi j'ai du mal avec cette récompense. Je pense qu'il devrait changer les règles. Par exemple, on devrait dire que ça concerne que les joueurs qui ont fait que maximum 10 matchs avant cette saison-là en Ligue 1, parce que Mbappé, il n'a rien à faire dans cette liste. Mais Mbappé, ça bien fait sûr. des années qu'on le connaît. Et j'ai envie de dire, c'est aussi le cas. Tu me parlais de Ismail Assar. On commence aussi à le connaître en Ligue 1 depuis 3 saisons. Changer le fonctionnement de ce trophée. Voilà, pour moi, alors là, en tant que Marseillais, je te dirais que oui, si tu me donnes cette liste-là, forcément, j'ai envie de dire Camara, parce que c'est sa première vraie saison à l'OM, contrairement aux autres. Mais c'est vrai que si, intrinsèquement, Camara a fait une bien moins meilleure saison que Mbappé, que Sarr, que Aouar, bien sûr. Très très loin. Aouar, pour petite anecdote, vous avez vu le match quand même d'Oussem Aouar au Vélodrome. Bien sûr, j'étais au stade. Et vous avez vu comment il a mis Maxime Lopez dans sa poche toute la rencontre. Et Oussem Aouar, il faisait le ramadan. Normalement, les sportifs de haut niveau ne font pas le jeûne parce que techniquement, l'effort physique est tel compliqué. Que tu peux pas te priver d'alimentation sur toute la journée pour cette activité-là. Oussem Aouar, si, il y a eu la fin du jeûne qui était ce jour-là, 10 minutes avant le match. Il s'est hydraté juste avant. Et il a sorti le match qu'il a sorti, c'est quand même impressionnant de sa part. D'ailleurs, Hakim Ziyech aussi contre Tottenham. Mazraoui, Mazraoui, Riyad Mahrez en finale de FA Cup.
c'est costaud quand même. Ouais, Oussem c'est Aouar, fort. on le sait, Physiquement, c'est. Oussem Aouar au stade Vélodrome, c'est quelque chose. À chaque fois qu'il vient, il réalise tout le temps de grandes performances. C'est vrai que l'an Tanguy dernier, Ndombele il avait aussi été- qui a il avait réalisé un été- très beau match. il avait été déjà très bon l'an dernier. Ouais. Juste pour revenir sur les espoirs, si, comme tu as dit, on peut juger des joueurs qui n'ont joué que 10 matchs en Ligue 1, j'aimerais parler de William Saliba, défenseur central de Saint-Etienne, qui pour moi, Je connais très bien ton Saint-Etienne. très très bien, oui, et pour moi, sur les dernières performances, il est meilleur que Camara. C'est pas faux, c'est vrai que. Il l'a dit d'ailleurs, Camara, et je trouvais ça très bien de sa part. Ouais, il a parlé de sa saison après le match de Toulouse en disant que voilà, il a fait quelques erreurs et que c'est bien de le dire comme ça parce que nous on le couvre et c'est à lui voilà, d'être exigeant et ce qui est bien c'est qu'il l'est. Donc après, le dire c'est bien et après il faut s'améliorer parce que Bien sûr. regardez Jordan Lamavi il nous a dit j'ai été nul, je suis nul. Il Le faut problème, c'est qu'il est travailler. resté. Donc Ouais. voilà, il faut travailler pour corriger ça. Isaac, donc pour toi, c'est Oussem Aouar? Oussem Aouar. Oussem Aouar. Allez, meilleur gardien. Donc un petit changement. Donc à la base, c'était Alphonse Areola, mais notre chroniqueur Isaac a préféré mettre Walter Benitez, le gardien de l'OGC Nice. Donc je vous rappelle, donc Benitez, Mike Maignan, Benjamin Lecomte, Anthony Lopez et Edouard Mendy, le gardien de Reims. Donc Romain, quel est pour toi le meilleur gardien? Bah, je reste sur ma ligne, je te dirais que c'est le gardien de l'équipe, normalement de l'équipe championne. Le souci c'est que bon, il y a eu une alternance entre Areola et Buffon. Qui n'a pas marché. Voilà, donc pour moi ça peut pas être un gardien par intermittence. Donc par définition, j'irai chercher le gardien du deuxième. Et ça tombe bien parce que Mike Maignan, il a quand même fait une sacrée Très belle C'est saison. celui qui a réalisé Le plus de clean sheet. Ouais, alors ça, attention à ces stats parce que Johan Pelé aussi l'a fait un jour. Oui, Donc c'est après bien lui, la sa meilleure preuve que- défense. Donc, Voilà, mais c'est vrai que voilà, quand tu as les clean sheets, la meilleure défense, tout ça, bon, au bout d'un moment. Très bon sur, Deuxième, très bon sur deuxième. penalty. Après j'aimerais bien voilà, avoir une petite. Je suis étonné par les progrès de Brice Samba. Mm. Voilà, alors après, voilà, il a été peut-être trop irrégulier pour être élu gardien de la saison, mais je trouve que Brice Samba, là, sur ce qu'il fait sur les derniers matchs, c'est vraiment costaud. Moi, mon préféré, c'est Doudou Mendy de Reims. Edouard Mendy. Ouais. Edouard Mendy, que je trouve vraiment très très bon et que je rêve de voir à l'OM. Voilà, c'est perso. Personnel. Isaac. C'est bon. On Moi aurait j'ai pu rajouté également- Walter Benitez, justement, comme l'a dit Et Romain. le gardien de Strasbourg, Cels, est-ce que ça vous. Il devait pas être. C'est quand même incroyable de se dire que Strasbourg, au départ, avant de prendre Cels, il voulait prendre Johan Pelé. Quoi. Et au final, Bonne pioche pour bonne eux, pioche, ouais. tant mieux. Pas aller le Tant chercher pis peut-être pour nous. pour l'année prochaine? Je sais pas, je pense que voilà, un joueur comme comme Doudou Mendy dont je parlais, je trouve qu'il a vraiment une mentalité pour s'imposer dans la durée. Mais est-ce qu'il voudra revenir à l'OM l'OM parce qu'il a été. Il était là pour faire un passage, il était là pour se relancer. C'était dit dès le départ, il a aucune animosité contre l'OM, Mm. au contraire. Donc oui, je pense que là-dessus, c'est pas un souci. Après, financièrement, ça va coûter de l'argent. Bien sûr. Allez, donc passons maintenant au meilleur entraîneur. Donc je rappelle donc que Galtier, donc l'entraîneur de Lille, deuxième au classement. Genesio Guillon, l'entraîneur de Reims. Tourelle, qui a été remplacé par nos deux chroniqueurs, par Jean-Louis Gasset, qui va nous quitter, qui va être remplacé à Saint-Etienne. Tu veux rajouter quelque chose après, on verra tout à l'heure. Et Thierry Lauré, l'entraîneur de Strasbourg. Pour toi, qui doit être le meilleur entraîneur de Ligue 1 conformément? Bah, pour moi, Chiré Galtier, pour la performance qu'il a réussi à faire, quand tu prends une équipe qui est au bord de la relégation et que tu arrives à l'amener en Ligue des Champions, c'est que vraiment, tu as réussi à changer mentalement quelque chose. Donc la performance, pour moi, la plus admirable en tant que coach sur la saison, c'est Galtier. Isaac, Tout est dit. Galtier. oui, c'est Galtier. Comme tu l'as dit, il les a pris, il jouait le maintien. L'année d'après, il va jouer avec des champions. Et puis, il est dans la lignée du travail accompli à l'Aix Saint-Etienne, qui a été très très bon. Voilà. C'est énorme quand même, Galtier. Faut se rappeler que quand il part de Saint-Etienne, on est tous à le regarder, à se dire il va pas trouver d'autres clubs. Et au final. Il est resté à Saint-Etienne parce qu'il n'a pas d'autres clubs. Il va à Lille. Et on dit il a pris Lille parce qu'il défaut, n'entraînait pas par défaut, il avait que ça à faire. Et au final, il s'engage dans une galère alors que Saint-Etienne, ça continue. Et au final, il finit largement devant Saint-Etienne. Et voilà, il a réussi à renverser la vapeur. C'est costaud de sa part. Est-ce que toi, tu l'aimerais voir à l'Olympique de Marseille un jour? Je pense que pour moi, Galtier, le moment où il pouvait venir, c'était là, c'était maintenant. Parce que avec sa saison qu'il a fait, il vient en position de force. Il vient, voilà, tout le monde dira,
pourra se signer un contrat longue durée, se sécuriser derrière en cas de mauvais résultats. Et puis surtout, rien ne dit qu'il arrivera à faire une saison aussi belle avec Lille la saison prochaine. Donc c'est ce moment où il est en position de force. Après, il veut continuer à Lille, c'est tout à son honneur, parce que la tâche va être très compliquée. À voir, c'est sûr qu'à l'OM, là, la tendance, et on est tous un peu là-dedans, on a envie d'avoir un coach étranger, de partir sur peut-être autre chose. Donc Galtier, c'est peut-être à voir aussi si c'est le bon moment. J'aurais juste une petite question pour vous, meilleur entraîneur. Blacard de Nîmes, est-ce qu'il ne devait pas figurer dans les 5 ? Parce qu'il a réalisé un très bon travail avec les Nîmes Olympiques. Après, c'est sûr, c'est compliqué d'en déloger un. Mais est-ce que Blacard ne devrait... Romain ? C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Après, est-ce que c'est pas le projet de Nîmes dans sa globalité, avec le directeur sportif, avec le président et autres qui ont fait qu'il n'y a pas un entraîneur comme Blacard qui est sorti du lot. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire. Il y a ce côté aussi médiatique qui fait que voilà. Blacard, on n'en a pas trop entendu parler et lui, ça l'arrange bien. Donc du coup, il ne ressort pas là où il y a des gens dont on a un peu plus parlé, comme Thierry Lauré par exemple, qui est un meilleur client devant les médias. Surtout que Nîmes a terminé dans le top 10, ce qui est incroyable. L'objectif, c'est le maintien. Et Nîmes, c'est le plus petit budget de Ligue 1, avec 20 millions d'euros. Donc vous savez ce qu'il arrive à faire, c'était simplement remarquable. Donc juste avant de passer à la dernière catégorie, revenons sur Jean-Louis Gasset. Je te laisse une petite aparté sur Jean-Louis Gasset, pour souligner son travail quand même qu'il a réalisé à Saint-Etienne. Il a pris le club qui jouait le maintien, il faut dire ce qui est. Et grâce à son carnet d'adresses, il a permis à Saint-Etienne de redresser la barre et même de quasiment jouer la Ligue Europa. Ils ont terminé au même nombre de points que Bordeaux. C'est joué au goal average. Et puis l'année d'après, il arrive en gardant encore l'ossature qu'il avait créée, à tout simplement amener Saint-Etienne à la Ligue Europa en terminant 4e. Malheureusement pour les Stéphanois, il va quitter le club. Pour moi, ça va être très compliqué de le remplacer. Et surtout, certains joueurs étaient liés directement à son avenir. Comme même Villa, il a dit, si Gasset part, moi aussi je vais partir. Donc on va voir dans les semaines à venir ce que vont faire ces joueurs-là. Mais ça risque d'être compliqué pour Saint-Etienne. C'est un contexte compliqué pour Jean-Louis Gasset, mais cela va faire très très mal à Saint-Etienne en tout cas. Allez, passons. Rajouter quelque chose ? Non, c'est tout. Allez, passons à la dernière catégorie, donc le meilleur français à l'étranger. Donc quelques changements. Donc Benzema, bien sûr, du Real Madrid, Antoine Griezmann, Kanté, qui a été remplacé par nos chroniqueurs par Franck Ribéry, le Kaiser, qui va partir du Bayern Munich, Hugo Lloris, qui a réalisé une très bonne saison avec Tottenham, et Pogba, qui a été remplacé par Aymeric Laporte. Ça, c'est un petit dédicace à Isaac. Donc pour vous, quel est le meilleur français à l'étranger ? Romain. Donc, pour moi, c'est obligatoirement un champion. Voilà, je reste sur ma ligne, donc ça pourrait être Aymeric Laporte. Je reste quand même assez fan de Franck Ribéry là, sur cette saison qu'il a réalisée, parce qu'il a réussi à se rendre très intéressant dans le jeu. Il a réussi aussi à modifier certains aspects de son jeu. Et voilà, et quand tu arrives à être performant à cet âge-là, c'est aussi que au niveau de ton hygiène de vie, t'es vraiment un grand professionnel parce que voilà, il y a du boulot derrière, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est-à-dire que du travail. Ribéry, il y a une sorte de, comme beaucoup, parce qu'il vient sans doute de quartiers populaires et qu'il a eu envie de montrer voilà sa réussite, et donc il avait ce petit côté show-off. Donc on s'est dit, les gens se sont imaginés qu'en fait Ribéry il passait son temps à fumer la chicha, mais il n'y a pas de secret. S'il en est là et s'il fait la saison qu'il fait, c'est que la chicha, c'est 30 secondes dans sa semaine sur Instagram, et que le reste du temps, ça bosse, il n'y a pas de secret. Et c'est vraiment un gros bosseur. Bien sûr. C'était à relever, c'est pour ça que nous avons voulu mettre Franck Ribéry. C'est pour récompenser ces années au Bayern de Munich de très haut niveau quand même. Il aurait pu prétendre à remporter ce ballon d'or lorsqu'il a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern. Et pour avoir ajouté Aymeric Laporte, 4 titres avec Manchester City, tous les titres domestiques en Angleterre, c'est historique. Jamais un club anglais n'a réalisé cela. C'est aussi pour les récompenser en tout cas. Et les saisons de N'Golo Kanté et de Paul Pogba étaient aussi pas très fantasques. Mais les Français sortis de la Coupe du Monde, à part Hugo Lloris, n'ont pas été très performants avec leurs clubs respectifs. Et c'est vrai que Aymeric Laporte, c'est intéressant aussi ce qu'il a fait, parce qu'il y a des matchs où il a joué arrière gauche, il y a des matchs où il y a quand même une sacrée concurrence. Enfin, je veux dire, Johnston en Angleterre, tout le monde le considère comme
comme un phénomène. Donc tout le monde veut le voir. Il y a une pression populaire énorme. Tu l'as dit, il y a Otamendi, il y a Kompany qui est une légende. Et tu as vu quand même Laporte la plupart du temps et qui a été celui qui a le plus joué. Donc c'est une grosse performance de sa part. Il a été dans le type de première ligue aux côtés de Virgil van Dijk. Donc c'est quand même exceptionnel pour ce joueur en tout cas. C'est tout à fait. Pour venir sur Ribéry, pour moi c'est plus pour lui rendre un hommage sur l'ensemble de sa carrière, puisque pour cette année il a joué, on a regardé les statistiques, il a joué que 25 matchs, peut-être que seulement 10 en tant que titulaire, il a marqué quand même 6 buts. Mais sur cette saison, pour moi ce n'est pas le meilleur français à l'étranger. Donc c'est qui pour toi? Pour moi c'est Lloris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en première ligue il a été bon, non seulement donc c'est un champion du monde déjà, et c'est un des seuls qui a été régulier après une année de Coupe du Monde. Et, et surtout en Ligue des Champions, voilà, il est finaliste, donc pour moi... il a été décisif surtout en Ligue des Champions. Allez, passons à la dernière catégorie, entre guillemets, la dernière catégorie de ces trophées UNFP, le 11 type. Donc je vais vous faire joueur par joueur et vous allez me dire si c'est logique ou pas qu'il soit dans le 11 type. Alors, Mike Maignan, donc on est tous d'accord pour dire que oui. Latéral gauche, Ferland Mendy. Oui. Défense centrale, je pense qu'il va y avoir un peu plus de débat entre Thiago Silva et Marquinhos. Êtes-vous d'accord ou pas? Pas d'accord, déjà on l'a dit, Marquinhos, là où il a été performant cette saison, c'est un cran plus haut. Donc c'est parce qu'on veut le mettre absolument dans l'équipe et qu'il le mérite, parce que c'est un des joueurs clés du champion. Mais c'est vrai que Thiago Silva à côté, je ne mettrai pas la charnière du PSG. On a vu qu'il y a d'autres défenses centrales. On a parlé de Lille qui a pris peu de buts. José Fonte, qui mérite peut-être plus que Thiago Silva. On peut aller regarder peut-être aussi du côté de Nice. Alors là, c'est la grosse cote, mais Malang Sarr, je trouve, a fait aussi une saison admirable. C'est vrai que... qui a été bien meilleur que ce qu'on pouvait penser. Donc, non, je mettrais moi, perso, José Fonte et Marquinhos. José Fonte et Thiago Silva. José Fonte et Marquinhos. Donc c'est José Fonte et Marquinhos. Et la latéral droit, Kenny Lala? Discutable pour moi. Discutable? Avec Youssef Attal. Ouais, je trouve que Kenny Lala est plus régulier peut-être que Attal qui a mis du temps. Et puis surtout, dans le même cas, Attal, là, ça fait quelques matchs, il joue en fait ailier gauche. Voilà, c'est ça. Il est droit, oui. Donc c'est compliqué de mettre. Alors même si Kenny Lala a fait quelques matchs arrière gauche avec Strasbourg, je pense que c'est plus logique. Puis voilà, par rapport à sa saison, il a vraiment pris une dimension. Statistiquement aussi. Offensivement surtout. Kenny Lala, oui. Depuis quelques saisons, il commence, je pense qu'il va partir de Strasbourg l'année prochaine. La bonne pioche, je pense pas, parce que l'Olympique de Marseille n'est pas. Non. Ouais, non, je pense que c'est compliqué de mettre tous les priorités que tu as à l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu parles d'un poste où tu as déjà 2 joueurs, comble déjà tous tes trous. Et après, latéral gauche, on est pas. Alors, au milieu de terrain, si je vous dis Marco Verratti, vous me dites quoi? Non. Il déçoit Marco Verratti? Ouais, je trouve qu'il déçoit. Ndombele, je trouve qu'il déçoit aussi, parce que la Ligue 1, c'est aussi quand tu joues contre Dijon. Et contre, j'allais dire contre Sedan. Mais voilà, c'est ces matchs-là, et Ndombele dans ces matchs-là. Apparemment, je ne regarde pas tous les matchs de Lyon, mais oui, il n'a pas eu les performances et les notes qu'on a vu contre l'OM. Donc il y a d'autres joueurs, je pense, à mettre en avant. Là aussi, aller chercher, je trouve que Thiago Mendes, TJ Savanier aussi qui a réalisé une très bonne saison. TJ Savanier, Thiago Mendes, c'est vraiment deux joueurs. M'Vila, ouais. Bon, après, c'est la plaque tournante, c'est vraiment défensif. Ouais, donc, mais Verratti et Ndombele, on va dire c'est discutable. Voilà. Ouais. Et André Di Maria, sur le côté droit. Ouais, ça reste quand même. Le problème, c'est qu'on est habitué. C'est-à-dire que Di Maria, on s'est habitué depuis des années à le voir faire des trucs, donc c'est limite banal, mais ça reste quand même un. C'est surtout qu'à ce poste-là, c'est là où il est le plus performant pour moi en tout cas. Il a été très performant au Real de Madrid à ce poste-là. Ouais, il fait une belle saison. Ouais. Indiscutable. On se passe décisif. La triplette de devant, Neymar, Mbappé, Pépé. Alors autant Mbappé, Pépé, pas de soucis, autant Neymar, vu le peu de matchs qu'il a joué, j'ai du mal à pas le mettre. Je pense qu'on est tous d'accord. En fait, il faut savoir que ce vote-là, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est à la fin, on te dit c'est les joueurs qui votent. Mais c'est les joueurs qui votent, il faut voir les conditions, c'est-à-dire à la fin de l'entraînement, il y a un mec de l'UNFP qui arrive, qui leur donne une tablette, qui leur dit alors voilà, tu votes pour qui, compagnie. Les mecs ils vont mettre Neymar, ils vont pas chercher à comprendre c'est qui le plus fort, bon ben c'est Neymar, et puis voilà, on cherche pas. Alors qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui ont apporté beaucoup. Voilà, Bamba sur sa saison, c'est vraiment très intéressant.
Ah, mais sur le peu de matchs que Neymar a fait, C'est vrai, alors ça c'est sûr. En termes de statistiques, oui, c'est énorme. c'est du très haut niveau quand même. Bien sûr, mais après, il y en a qui ont réalisé plus de matchs, qui ont été aussi décisifs. Donc, il faut aussi les récompenser. Parce que C'est tout le problème. Il Voilà. faut juger sur Pareil. l'importance, l'impact qu'apporte à son équipe. Pour moi, Wabi Kazri mérite d'être dans son 11. Ouais. c'est ton cœur qui parle là aussi. Ouais, non, mais tout Après, je simplement. trouve qu'il faut pas oublier qu'il n'a pas été régulier. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il a ça. été Par super, la discipline. mais il a plongé après le. Alors déjà, il y a ce problème aussi Ouais. de se sentir persécuté par les arbitres tout le temps. Hein. Ça vient peut-être de la son région. île, voilà, de son île natale. Mais il y a ce petit problème. Non, mais il y a ce petit problème aussi de régularité parce qu'après le match aller contre l'OM où il nous a fait très mal avec son doublé. Après, il a pu marquer, ouais. Il a pu marquer plongé. après pendant 7-8 matchs. Ouais. Messieurs, on va clôturer cette émission. Merci Romain d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous. J'espère que nous avons été aux attentes de ce que tu espérais. Non, c'est très bien, il faut continuer, il faut se lancer, il faut faire des choses. Je vous souhaite qu'une chose à tous les trois, c'est que dans quelques années, vous retombez sur cette vidéo, ça vous donne envie de vous rire et de vous dire voilà, quel chemin on a fait depuis. Je ne dis pas que vous êtes parti d'un point très bas, c'est absolument pas ce que je veux dire. Je dis que c'est bien quand on voit quelque chose de ce qu'on a fait, cette production, c'est bien de se dire on s'est lancé, on y est allé, on a fait ce truc-là. Et après, évidemment, qu'on change, on s'adapte, on évolue. Mais voilà, mais c'est bien de se lancer et pas juste d'y penser, de se lancer qu'une fois qu'on a 25, 30, 35 ans. Merci à toi, merci à nos deux spécialistes, Johan et Isaac, d'avoir été sur le plateau. Merci Enzo. Merci Romain, merci Enzo. Merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube. N'oubliez pas donc notre site internet où des articles et des podcasts sont publiés tout le temps. On va dire oui tout le temps. Le vélo, le tennis, le rugby pour tout le monde. Et n'oubliez pas de nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, likez, commentez. On est attentif à vos commentaires. Et on se dit à la prochaine avec bien sûr Lucas Brousse en tant que présentateur. Merci à tous, à la prochaine, ciao. Ciao. Salut!